Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Je vous propose de commencer les 10h05. Dans tous les cas, et comme évoqué par mail, le webinaire va être enregistré afin que vous puissiez le revisualiser ou vos homologues non disponibles aujourd'hui puissent également en prendre connaissance. Donc, nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui plus en détail les travaux du RBS, les solutions qu'on déploie avec et pour les territoires. Donc à la fois une base de données nationale de référence sur l'habitat qui s'appelle IMOP, et puis l'Observatoire national des bâtiments pour vous accompagner au quotidien dans vos missions autour de la connaissance du parc bâti, notamment sur la dimension habitat, de sa co-construction avec vous, acteurs des territoires, sur des enjeux assez transverses autour des transitions, aujourd'hui notamment sur la composante habitat indigne, et puis un focus, comme on l'a présenté, sur la problématique des passoires thermiques. Donc, on va être ensemble sur environ 1 heure. L'objectif aujourd'hui est vraiment de vous présenter en détail les leviers apportés par notamment les données, mais aussi du coup le suivi et la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat sur ces sujets-là avec les outils, grâce notamment au repérage des passoires énergétiques, comme je le disais. Donc, avec nous aujourd'hui, côté URBS, il y aura 3 personnes. Je vais laisser le soin éventuellement à Valentin et Jonathan de se présenter, puis je poursuivrai le contexte. Bonjour à tous, Jonathan Villot, je suis l'un des deux cofondateurs du RBS et pour ma part, je serai en off là sur le chat si vous avez des questions pour les regrouper donc au fil de l'eau afin qu'on puisse échanger par la suite de la présentation de Maximilien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et plus spécifiquement, moi, mes compétences portent sur les stratégies de gestion du parc de bâtiments en France, notamment sur l'axe massification de la rénovation énergétique. Mais bien entendu, et comme vous le verrez, l'ONB et la base de données IMOP a pour objectif d'avoir une vision et d'apporter un soutien transverse aux politiques du bâtiment. Et comme ça a été souligné par Maximilien, l'objectif, c'est de vraiment avoir une vision systémique avec des dimensions précarité, insalubrité, gestion de la vacance, rénovation énergétique, mais aussi des éléments dont on parlera sûrement sur l'attrition des logements, les logements touristiques, etc. Je laisse la parole à Valentin. Oui, bonjour à tous. Donc Valentin Lamiro, je suis chargé de projet chez URBS et je serai là aussi aujourd'hui un petit peu pour éventuellement répondre à vos questions sur le chat. Sinon, je m'occupe du suivi de projet et du déploiement notamment de l'ONB auprès de nos différents partenaires. Merci Jonathan et Valentin. Et puis pour poursuivre les présentations individuelles, donc l'occasion de me présenter, Maxime Brossard, cofondateur et directeur de URBS. Mais on va tout de suite attaquer euh, la présentation, le contexte avant de passer aux données, à l'outil. Donc un premier point d'introduction sur URBS pour ceux qui ne connaissent pas. URBS est une structure qui est issue du monde de la recherche publique. Donc, on travaille depuis 2016 sur des outils pour les territoires, sur la constitution de données, de bases de données, de production de données pour outiller les politiques publiques des territoires. Et tout ça se fait dans un contexte également d'accompagnement sur les sujets, pour monter en compétence sur les sujets de la data, sur le numérique, comment collectivement faire évoluer nos processus organisationnels pour appuyer décisions, actions sur les enjeux des territoires. Donc, en quelques mots, issu de la recherche publique donc de Mines Saint-Étienne, l'URBS aujourd'hui porte des compétences fortes sur ce qu'on appelle la géomatique, donc la donnée géographique, la géodonnée. Donc, à la fois travailler ces données, mais aussi, et c'est un enjeu fort, et c'était l'essence du projet en 2016, développer des outils parce que 80 à 90% des acteurs métiers, même si pour certains connaissent les sujets de la donnée, n'ont soit pas le temps, soit pas les compétences pour s'emparer facilement de ces données. Donc vraiment un enjeu de diffuser en masse l'information avec une grande notion de pédagogie autour de ces informations, puisque bien sûr les données ont leur force, mais aussi leur faiblesse. Donc c'est arriver à avoir beaucoup de transparence sur ces sujets pour vous accompagner, rendre plus efficient vos actions au quotidien, et aussi une réflexion de co-construction, de partage des méthodes, de partage de l'information pour mieux coordonner d'une part la décision, mais aussi l'action, mais vraiment sur des outils d'aide à la décision, mais aussi des outils d'aide à l'action. Donc voilà, 3 composantes aujourd'hui portées par URBS et qui se déclinent via des outils ou des accompagnements. La production de bases de données, on va y venir, le développement d'outils et puis l'accompagnement sur les sujets évoqués. Bien sûr, on l'évoquera sans doute encore
à travers la présentation, des sujets qui ont été développés d'abord avec des approches, ce qu'on appelle des approches bottom-up, donc construites avec les acteurs des territoires ou leurs partenaires, et puis constituant des socles nationaux avec la volonté de pouvoir répliquer ces méthodes. Il y a aussi des échos et aujourd'hui des partenariats forts avec des acteurs que vous connaissez bien, que sont notamment le CEREMA, que sont l'IGN, pour pouvoir aussi appuyer les référentiels nationaux, les travaux qui se font au niveau de l'État ou des directions ministérielles ou des institutionnels qui ont des compétences à l'échelle nationale. Un rappel rapide de la jeunesse du projet. Si aujourd'hui, comme le disait Jonathan, on est sur des approches transversales et systémiques, initialement, l'objectif, c'était d'appuyer la problématique de la massification de la rénovation énergétique, d'avoir des approches proactives. Alors, ça tombe bien puisque c'est aujourd'hui le sujet qu'on va adresser, et avoir en tête que ce problème a été quand même résolu en partie en 2018 pour avoir une connaissance plus fine du parc bâti, là où à l'époque, les connaissances étaient limitées à des échelles statistiques. Alors, bien entendu, il faut continuer à faire évoluer les méthodes, mais avoir en tête que ces outils, déjà depuis 4-5 ans, ont montré leur robustesse, leur fiabilité et leur efficience sur comment repérer, comment aider au repérage à des potentiels de passoires thermiques, voire de précarité énergétique, pour que les acteurs puissent être plus efficients dans leurs actions sur le terrain. Donc, on va parler à la fois d'une base de données qui n'est pas fermée dans les outils. Donc ça, c'est un point important. Hein. La donnée peut être réutilisée et partagée, et puis les outils ensuite pour optimiser les métiers. Donc, la base de données IMOP pour inventaire multi-objets du parc existant a la particularité d'être une base de données multisource qui est régulièrement actualisée, qui va traiter à ce jour et depuis 7-8 ans de tout le parc résidentiel. On est vraiment sur une approche transversale sur le parc individuel, collectif, privé, social, qu'il soit vacant ou non. Tout ce qui est mixte, habitat, activité, il y a pour tout bâtiment ayant au moins un logement d'habitation, une connaissance qui est déployée. Ça, c'est un point important. On pourra le voir par ailleurs, qui va être complété ensuite par d'autres thématiques. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir à peu près une cartographie des 37 millions de logements à l'échelle nationale. Et comme on le disait en amont, ce qui est important, c'est au-delà de la qualité des travaux d'un point de vue scientifique, il y a surtout une co-construction et une qualification, un travail qui est éprouvé par des acteurs terrain au quotidien, ce qui permet de manière continue d'améliorer les process et les outils. Aujourd'hui, la communauté de l'Observatoire national des bâtiments, c'est plus de 13 000 utilisateurs et ça représente à l'échelle du territoire environ 57% d'acteurs d'intercommunalité ou apparentés, hein, ça peut être des agences d'urbanisme, ça peut être des partenaires ou comme aujourd'hui il y a beaucoup de DDT qui travaillent sur les territoires qui utilisent ces outils. Qu'est-ce qu'il y a dans cette base de données? Alors là aussi, on vous mettra à disposition de la documentation plus complète, mais avoir en tête qu'il y a une approche vraiment transversale sur les sujets qui qualifient aujourd'hui les problématiques habitat, foncière, urbanisme. La volonté, c'est d'avoir une base de données, on va dire, synthétique. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de 250 attributs principaux qui, en fait, en contexte opérationnel, ont été travaillés avec les acteurs des territoires, avec vos homologues, pour voir quelles étaient aujourd'hui les principales données utiles et utilisées sur les politiques publiques de l'habitat. On est aussi dans une réflexion, évidemment, de sobriété numérique, de ne pas empiler tout un tas de données ou d'outils qui ne seraient pas utilisés. Après, bien entendu, il y a aussi des acteurs experts qui ont besoin d'aller un peu plus loin ou un peu plus dans la finesse. Donc, l'objectif, c'est aussi de ne pas dégrader cette finesse de l'information. C'est pour ça qu'après, dans les bases de données complètes qui sont elles aussi accessibles, on peut aller plus loin. Un mot important sur l'engagement du RBS. URBS se définit comme une entreprise engagée, une entreprise à mission. Nos travaux, base de données comme outil, on veut les mettre à commun donc dans les communs numériques, ce qu'on appelle les communs numériques, les jeux communs. Donc, à la fois la base de données nationale IMOP à travers ses composantes open data est mis régulièrement à disposition sur DataGouv. Et puis, pour ceux d'entre vous qui y sont déjà allés, ou pour ceux qui ne connaissent pas, nous vous invitons à y aller. Utiliser au quotidien l'Observatoire national des bâtiments, c'est un outil en libre accès qui restera gratuit et qui a vocation évidemment à évoluer avec le temps. Et avec vos retours, point essentiel. En quelques termes, quel est le contenu de la base de données? Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a la constitution d'un socle, d'un premier socle qu'on actualise régulièrement, hein, sans forcément accompagner les territoires. Hein. C'est un travail qui est fait au quotidien par nos équipes. Donc,
de collecter les bases de données open data et les bases de données conventionnées qu'on peut retrouver à une échelle nationale. Donc, parmi les bases de données conventionnées, certaines que vous connaissez sans doute bien, soit les fichiers fonciers du CEREMA, que ce soit le registre national des copropriétés de l'ANA, on constitue un socle de données qui permet déjà d'avoir une connaissance assez riche, qui est parfois limitée ou qui est parfois peu actualisée pour certains indicateurs, mais là aussi, dans la documentation ou à travers les outils, l'objectif, c'est aussi de vous montrer ces subtilités sur certaines données que l'on agrège. Et le travail que fait Herbes, ça c'est un point important, ce n'est pas simplement un travail d'empilement de bases de données, il y a un vrai travail de retraitement de chacune de ces bases de données, notamment de par les retours terrain qu'on a des acteurs sur certains indicateurs pour vraiment avoir constitué en une base unique, améliorer chacune de ces bases de données que vous pouvez avoir par ailleurs et de les avoir sur un seul point d'entrée avec des croisements, des appariements qu'on appelle des appariements sémantiques, donc à travers le croisement du croisement textuel, des appariements de géolocalisation, d'optimiser le croisement de ces bases de données, de faire des travaux aussi de quelles données on garde lorsqu'il y a des doublons d'informations dans les bases de données pour répondre à un enjeu d'actualisation, de pérennisation de cette connaissance. Et puis, deux points essentiels qui aujourd'hui sont vraiment le vrai défi. Quand on dit quelque part, il y a eu un premier défi réussi en 2018, c'est sur la base de ces informations-là. L'autre défi, c'est de compléter les informations manquantes. Donc, ça va être notamment un vrai focus qu'on va faire aujourd'hui sur ce qu'on appelle les données enrichies. Donc, compléter les informations manquantes. C'est le cas des DPE, c'est le cas des sources d'énergie. Ça peut être le cas des valeurs foncières. Donc, on fera un focus juste après sur ce sujet-là. Et un vrai enjeu, et je pense que ça, c'est un sujet qui est souvent dans les discussions entre vous ou avec vos homologues, c'est comment valoriser aussi les données locales ou les données métiers que vous avez soit dans vos services, soit chez vos partenaires, et qui méritent d'être croisées, d'être consolidées avec l'ensemble des bases de données, d'être actualisées pour faciliter son partage, sa capitalisation, puis son partage. Et donc, on pourra faire un focus effectivement sur ces données. Donc, ça peut être des données issues de dispositifs d'accompagnement, notamment par les opérateurs France Rénov, les ADANA, les arrêtés et procédures signalement, dans le cas de l'habitat indigne, c'est un vrai sujet. Donc, comment là aussi créer des standards pour avoir des indicateurs communs sur tous les territoires à travers la base de données et, in fine, mise à disposition sur l'outil. Sur le sujet des données, des prédictions, peut-être que Jonathan, je peux te laisser dire quelques mots là-dessus pour rendre dynamique le webinaire. Pas de souci. Donc, comme l'a mentionné en fait Maximilien, l'objectif de la base de données que l'on a créée en 2018, c'était d'avoir une vision la plus complète du parc de bâtiments, avec les différentes strates qui ont été évoquées précédemment, données accessibles au niveau national, que ce soit des données ouvertes ou des données issues de structures qui conventionnent l'accès aux données, notamment les données foncières, des données locales, et l'ensemble de ces éléments-là ne permettait pas toujours d'avoir une vision exhaustive du parc de bâtiments. Un des exemples que l'on met souvent en avant concerne les DPE. Les DPE ne couvrent aujourd'hui qu'une quinzaine de pourcents des logements résidentiels. Donc, seuls 15% des adresses ont effectué un DPE à ce jour. Donc, bien entendu, le travail fait par l'ADEME permet progressivement d'augmenter ce pourcentage-là, mais on a tout de même un très gros trou dans la raquette. Et dans le cadre des politiques publiques portant sur les actions de rénovation énergétique, du décret d'essence ou de la lutte contre la précarité énergétique, il était donc important de pouvoir compléter ces informations-là. Donc, chez URBS, on a une cellule ingénierie qui travaille en étroite collaboration avec des centres de recherche spécialisés, notamment sur les approches dites de machine learning et de deep learning. Donc, c'est des approches, des algorithmes, en fait, des outils qui sont issus et en lien avec l'IA, qui permettent de fournir une estimation, une prédiction d'une information manquante. Bien entendu, tous ces process sont présentés, sont argumentés, sont définis, sont validés par des pairs, étant donné que l'on publie dans des journaux scientifiques, et permettent d'avoir des taux de couverture de l'ordre de 99%. Ce qui permet par la suite d'avoir une information qui apporte un cadre et qui permet d'aller plus loin que ce qui est disponible. Voilà. Donc, cet exemple sur le DPE n'est qu'un exemple. On applique ces méthodes au système de chauffage, aux sources d'énergie,
et à tout autre indicateur qui pourrait avoir un intérêt pour les territoires afin d'avoir une vision complète. Comme tous nos indicateurs, qu'ils soient issus de l'open data ou de données conventionnées ou de modèles, on a une attention particulière à fournir ce que l'on appelle des métadonnées. Donc, qui a créé la donnée? Donc, dans le cadre du machine learning, c'est URBS. La fiabilité de la donnée. Est-ce que nos modèles sur ce territoire sont excellents, bons, très bons? Afin de permettre aussi aux utilisateurs de se positionner sur la fiabilité. Alors, la fiabilité, un point qui est très important, quelle que soit la source de données, que ce soit une donnée issue d'un acteur institutionnel, que ce soit une donnée terrain ou une donnée issue d'une déclaration par un tiers, il doit y avoir un niveau de fiabilité, étant donné que même les données issues de la Direction générale des finances publiques peuvent avoir un niveau de qualité faible, moyen, intermédiaire ou élevé. Un deuxième exemple de travaux que l'on fait via d'autres approches issues des outils de l'IA, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc, le deep learning, c'est lié à la vision par ordinateur. Ça nous permet d'aller chercher des informations en analysant les images satellites ou les images aériennes, que ces images aériennes soient issues de l'orthophoto de l'IGN ou, par exemple, des données LIDAR qui sont en train de couvrir toute la France. Là, on va aller chercher d'autres informations qui peuvent être utiles pour suivre des politiques publiques. Ça peut être la détection des piscines. Donc, vous avez peut-être dû en entendre parler. Il y a eu des travaux au niveau national pour détecter les piscines avec un gros projet porté par Capgemini. C'est des choses que l'on fait aussi et qui ont des coûts qui sont accessibles au territoire. Mais on a aussi des travaux qui portent sur la pénétration, par exemple, des énergies renouvelables sur le parc bâti. Donc, on va détecter les panneaux solaires sur les différents toits. Ça va vous permettre de les géolocaliser à l'adresse, de pouvoir avoir une information sur la superficie de ces panneaux solaires et de voir si vos territoires ont une dynamique d'installation des panneaux solaires qui répond éventuellement à vos stratégies locales. Voilà. Encore une fois, ces données de deep learning et ces approches de deep learning peuvent être appliquées à d'autres thèmes comme la détection de la végétation, le suivi de certaines caractéristiques des toits, les matériaux des toitures, etc., etc. Voilà. Voilà. Une idée globale, c'est que techniquement, aujourd'hui, les compétences portées par URBS permettent de répondre à une multitude de besoins en lien avec vos activités et vos métiers. Je te laisse Merci. continuer, Maximilien. Oui, merci Jonathan. Voilà, donc en tout cas, à travers l'outil, on aura l'occasion de faire un focus sur les DPE qui est notamment essentiel et qui est un outil très, très utilisé dans le cadre du repérage des passoires, mais pas que. On pourra le voir dans la présentation, puis dans les échanges, bien entendu. On a beaucoup parlé des données, on va pouvoir l'illustrer avec l'outil. Donc en introduction, on a constitué des services qui permettaient vraiment de rendre actionnable la donnée à tous, décideurs comme opérationnels, néophytes de la donnée. Hein. L'idée, c'est d'avoir des outils un peu comme un Google Maps qui puisse être facile à prendre en main pour avoir des informations et qui, pour des experts, puisse aussi avoir des parcours utilisateurs un peu plus poussés pour certains acteurs qui utilisent de manière un peu plus intensive les solutions. On parle vraiment de ce qu'on appelle des géoplateformes. Hein. Ce ne sont pas des simples outils cartographiques statiques. Il y a vraiment une base de données relationnelle. On va pas rentrer dans les débats techniques aujourd'hui, mais s'il y a des questions, on sera très heureux d'y répondre. Voilà, une géoplateforme qui s'adapte à cette base de données, qui a la capacité aussi d'être mise à jour de manière régulière ou de gérer des déploiements de manière rapide, hein, on pourra l'évoquer, on peut déployer ou mettre à jour certaines données sur les territoires de manière très maîtrisée. Donc ça, c'est un point important pour répondre notamment aux enjeux, aux impératifs souvent des territoires dans le cadre de dispositifs d'opérations qui sont très cadrés sur des calendriers dans lesquels vous sollicitez un partenaire ou un bureau d'études. Donc ça, c'était un point important de pouvoir s'adapter à la modularité des territoires, des partenaires et aux exigences des calendriers. Donc, on va passer à l'outil. Alors, pour la démonstration de l'outil, ce qu'on vous propose, l'Observatoire national des bâtiments dont on parlait, qui est en libre accès, vous pouvez bien sûr l'utiliser. On va vous présenter dans le cadre de territoires adhérents à la version ONB+, alors voir que le parcours utilisateur est le même. Donc, ça vous permettra aussi, pour ceux qui ne connaissent pas l'ONB, de découvrir
les grandes fonctionnalités, mais on va aller vraiment sur la présentation de territoires adhérents, où on allait justement plus loin dans le cadre de données prédites, de données locales, ce qui vous illustrera un petit peu jusqu'où on peut aller avec les données, avec les outils. Donc, les éléments à avoir en tête avec la géoplateforme, c'est vraiment que c'est un observatoire dédié aux acteurs des territoires. Donc, c'est votre observatoire en quelques mots, hein. On a derrière des espaces de gestion de parcs utilisateurs sur lesquels, quelle que soit la structure, hein, qu'il s'agisse d'une collectivité, d'une EPCI, d'un département, d'une DDT, d'une agence d'urbanisme, chacun peut avoir la gestion d'administration des droits de son territoire. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, et ça fait écho avec ce premier point, c'est justement de pouvoir gérer la mise à disposition de données conventionnées ou de données qui sont soumises à certaines contraintes. Donc, la plateforme, du coup, peut être ouverte à des prestataires tout en isolant des données qui ne seraient pas mises à disposition à ce prestataire. Donc, sur une même base de données, un même outil, on peut gérer des droits d'accès différenciés, ce qui est intéressant, puisqu'au final, tout le monde va collaborer et contribuer sur un même référentiel et sur un même outil. Donc, on va présenter trois cas d'usage. Alors, sans parler du cas d'usage thématique du repérage des passoires thermiques, trois cas d'usage, trois grandes tâches, trois grandes fonctionnalités qui sont utilisées sur l'outil. La partie plutôt en soutien au diagnostic, à la connaissance et à l'analyse du territoire, la partie sur le suivi et l'animation, et puis la partie repérage, ciblage, pour pouvoir ordonner l'action et la décision. Il va y avoir un micro d'ouvert, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, sur la partie diagnostic, on va vous présenter, alors il y a plusieurs territoires avec lesquels on travaille. Avoir en tête qu'on peut travailler à des échelles départementales. Ça, c'est un point important, comme il y a beaucoup de DDT aujourd'hui, on pourra l'aborder par la suite. Il y a vraiment aussi une volonté de mutualisation. Quand on déploie des échelles départementales, ça a l'externalité positive d'apporter le même niveau de connaissance à toutes les EPCI, ainsi qu'aux partenaires, ADIL, DDT, agences d'urbanisme éventuellement, sur un même département. Donc ça, c'est assez intéressant et ça permet de voir qu'on a un niveau de connaissance de qualité équivalente, que ce soit sur une grande métropole comme sur un territoire rural. Ça, c'était aussi un enjeu de pouvoir répliquer les méthodes avec un niveau de qualité sur les territoires, quelle que soit leur complexité. Donc, sur l'exemple d'un département ici, qui est le département de l'Isère, on peut voir que sur la ville de Grenoble, comme sur des territoires voisins, l'exemple du DPE, donc là, on a une cartographie du DPE, on voit qu'il y a énormément de données manquantes. Là, l'objectif, c'est à travers l'ONB+, c'est de pouvoir dire, voilà, vous voulez accéder à une connaissance complète, on peut basculer sur une connaissance qui est complétée par nos modèles. Ce qui permet, on le voit dans le cadre d'analyse, d'avoir déjà un besoin chiffré en sortant une carte ou en sortant un tableau de bord du territoire. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité qui va permettre d'alimenter les diagnostics des territoires. Donc, à l'échelle d'un territoire, on va pouvoir, soit par périmètre, à l'échelle d'un département, ou à l'échelle éventuellement d'une EPCI, hein, pour basculer éventuellement. Alors, à l'échelle d'un département, il y a évidemment beaucoup de données qui est consommée, mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on peut avoir un diagnostic le plus complet possible à travers ces composantes énergétiques, mais pas que. Un catalogue de données, on l'a présenté en amont, hein, qui va de manière multithématique sur les techniques, les usages, la gestion. Tout à l'heure, on parlait de données ANA, donc il y a le registre national des copropriétés, les questions d'occupation, de vacances, d'usage, sur la question aussi gestionnaire, propriétaire, les questions des bailleurs sociaux, d'urbanisme avec les risques, de valeurs foncières, etc. Puis de données locales, on le verra par ailleurs, hein, sur les arrêtés et procédures. On a donc une connaissance assez complète du territoire avec des métriques qui se font à l'échelle du logement, à l'échelle de l'adresse. Là, on voit les graphiques se mettre à jour dynamiquement, en unité ou en pourcentage. Et bien sûr, ces tableaux de bord peuvent être facilement générés, facilement exportés pour nourrir un premier niveau d'analyse, de diagnostic du territoire, avec l'intérêt de pouvoir faire un focus par périmètre. Donc, par périmètre, donc, comme je le disais, à l'échelle d'un département, on pourrait redescendre à une échelle d'intercommunalité ou de commune, ou en comparer plusieurs. Donc, ça peut être un focus effectivement sur l'une des intercommunalités du département. Et là, on voit ici effectivement que tout de suite, les métriques se mettent à jour. Et puis, si on veut aller à une échelle plus fine, alors je vais aller sur un autre territoire sur lesquels on a beaucoup de périmètres, OPA-RU, ORT, etc. Donc, à travers ces périmètres-là que vous avez dans le cadre de vos dispositifs, si je prends par exemple des périmètres OPA,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir retrouver ce niveau d'analyse qui va être dynamiquement filtré à l'échelle d'une OPA. Donc, j'interviens sur une OPA, je vais éventuellement avoir tout de suite repéré le nombre de passoires thermiques sur cette zone OPA-RU ou sur plusieurs zones OPA-RU. Je vais pouvoir, avec l'outil, cibler ces métriques. Là, je zoome sur une carte. Donc, je pourrais aussi, en un clic, extraire cette carte. C'est un point important. Ça évite d'avoir à reconstituer des cartes, hein, de gagner du temps sur ces sujets. Et puis, comme on le voit ici, donc en allant sur les données prédites, je pourrais éventuellement isoler sur ce territoire mes étiquettes E, F et G pour les passoires thermiques et avoir déjà un premier niveau d'analyse. Et comme on le voit ici, les métriques se sont mis à jour à l'échelle du périmètre ciblé. On voit ici que sur ce périmètre OPA, on a certains métriques. Ce qui est intéressant sur ce territoire, c'est qu'on a également des arrêtés procédures et signalements. On a également des données issues d'une ALEC, d'une agence locale d'énergie du climat, donc sur des travaux de rénovation qui ont été réalisés, sur des types d'aides sollicitées, donc les aides ANA, les éligibilités. Donc ça permet ici, si je supprime le périmètre, on voit que les chiffres ont augmenté à l'échelle d'une EPCI. On peut aussi valoriser les données du coup d'un acteur local qui travaille sur ces sujets de l'accompagnement de la rénovation énergétique. On voit ici également qu'on pourrait avoir des informations sur les aides du LHI. Donc voilà un petit peu comment on peut croiser déjà et avoir par ce prisme territorial, en allant jusqu'à des échelles, éventuellement des échelles iris, des échelles de quartier, avoir une première vision du territoire. Une fois cette première vision qui va soutenir les diagnostics et les analyses, on veut aller à un niveau plus fin, on veut faire du repérage. Donc, on va pouvoir faire ce qu'on appelle par une console qui a un filtre multicritère, croiser, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers toutes les données du catalogue, croiser les informations souhaitées pour repérer éventuellement, donc dans l'exemple que j'ai retenu ici, des bâtiments qui sont potentiellement donc, des passoires thermiques en étiquette EFG. On va croiser des informations, ce qui est intéressant, comme je le disais sur ce territoire, comme on a des informations locales issues de l'ALEC, des informations sur des types d'aides sollicitées, notamment des travaux de rénovation énergétique. Et puis pour montrer qu'on peut aller plus loin sur, par exemple, les typologies de propriété, sur un focus sur les copropriétés, c'est aussi un filtre que l'on peut appliquer. Et donc, plutôt que de faire des allers-retours avec un service SIG, avec un prestataire, que ce soit sur un copil, un codec ou une réunion technique avec des partenaires, comme vous le voyez, en quelques clics et quelques secondes, vous identifiez tout de suite où sont les adresses qui correspondent à votre sélection. On va trouver également sur ce gisement donc de 262 adresses, comme on l'a vu auparavant, un tableau de bord, un bilan de cette sélection qui vous donne les caractéristiques du gisement, du panier identifié, avec cet enjeu de se dire, si on n'a pas joué, par exemple, sur les sujets de vacances, on a là aussi quelques éléments à l'échelle des logements. Combien de logements sont concernés par de la vacance conjoncturelle ou vacances structurelles? Sur les sujets des arrêtés pour l'habitat indigne, on a aussi des éléments sur le panel qu'on a ciblé. On a des éléments sur les risques également, enfin, voilà, sur l'ensemble des données disponibles dans le catalogue. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en toute autonomie, vous allez pouvoir affiner votre sélection. Si dans le cadre de votre opération de 262 adresses, c'est un gisement trop élevé, on va pouvoir du coup, en toute autonomie, affiner ces sélections grâce à cet enjeu, et puis le croiser aussi avec l'autre filtre qu'on vous présentait tout à l'heure, le filtre géographique. Parmi cette sélection, je ne voudrais cibler que telle commune, que tel périmètre OPA-RU, etc., etc. Donc voilà un premier un élément important qui est utilisé dans le cadre du repérage et ciblage. Comme vous le voyez sur la carte, cette sélection se décline à la carte avec l'enjeu de faire des gisements homogènes sur des secteurs géographiques ciblés. Donc ça aussi, c'est intéressant pour mener des actions, massifier des actions. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure de massification de la rénovation énergétique. On a pu voir dans le cadre d'études en contexte opérationnel, dans le cadre de ciblage de la vacance, d'accompagnement pour l'habitat indigne, à la précarité, que pour faire du boitage ou pour que le bon acteur avec le bon message puisse aller au contact des publics propriétaires ou occupants, notamment cet outil de ciblage permettait d'être plus efficient dans l'organisation des actions sur le territoire. Donc voilà le deuxième niveau de lecture avec cet outil. Et puis le troisième, bien entendu, quand on a fait ce repérage, c'est d'aller à l'échelle de l'adresse. Donc par la cartographie ou par les résultats, on pourrait aller cliquer sur un bâtiment pour aller en voir ces informations. Donc on pourrait cliquer ici. Une autre approche, si on a éventuellement une adresse que l'on connaît, bien entendu, c'est de se dire on peut chercher cette adresse
J'en avais retenu une où il y avait des informations assez intéressantes. Hop, je connais une adresse sensible à enjeu, je peux la renseigner et puis tomber sur cette adresse, cliquer sur la carte pour avoir les informations. Alors, c'est lié aussi, pour vous éviter de faire des allers-retours sur tout un tas d'outils, c'est lié à du Street View, ce qui permet aussi d'avoir parfois, par rapport à la donnée existante, une actualité ou des informations qui vont compléter on va dire les potentiels grâce à une vue réelle. Et donc, si on clique ici sur voir le détail ou sur le tableau de bord de l'adresse, sur le panneau de droite, on va accéder à toutes les informations que l'on retrouve à cette adresse. Alors, comme on le voit ici, ce qui est intéressant sur cette adresse, comment se constitue un tableau de bord du territoire, comme toutes les fonctionnalités, vous pouvez ajouter des blocs de données. Des gabarits sont disponibles, ça c'est un point important parce que vous l'avez vu tout à l'heure, il y a énormément de données. L'objectif c'est de garder une lecture, une lisibilité sur l'outil. Donc là aussi, il y a des gabarits en fonction des missions, en fonction des compétences qui sont préchargées. Si on travaille plutôt sur la problématique énergétique, sur la problématique précarité sociale, etc. Et comme on le voit ici, donc on a des indicateurs à l'adresse. Ce qui est important, c'est que sur des tissus complexes, si on avait plusieurs adresses sur une même parcelle, on aura bien la finesse par adresse, ça c'est un point important. On peut basculer aussi sur une échelle à la propriété, puisque bien sûr des informations et les croisements de données aux échelles des propriétés sur lesquelles il peut y avoir plusieurs adresses, plusieurs bâtiments ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est aussi un point important, on parlait tout à l'heure de la dimension multi-objet. Donc on va avoir des données de référence pour le bâtiment. Jonathan parlait tout à l'heure de métadonnées. Donc, à l'échelle de la cartographie, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, on a bien les informations à l'échelle d'un territoire, informations que l'on redescend pour chaque attribut, pour chaque bâtiment. Donc ici, on retrouve par exemple que le DPE est issu d'une estimation. On va donner des informations sur les méthodes, sur la date de mise à jour de cette donnée et sur la qualité de cette donnée. Et donc, c'est le cas pour tous les attributs qui sont présentés dans ce tableau de bord. Ce qui est important ici, plusieurs exemples intéressants. Tout à l'heure, on parlait de listes pour ne pas dégrader l'exhaustivité de l'information. On a par exemple retenu un DPE de référence, mais s'il y avait eu plusieurs DPE existants, on aurait la liste des DPE et leur historique sur cette adresse. L'exemple des arrêtés, si on précise combien il y a d'arrêtés dans le cadre de repérage, bien entendu, on a aussi le descriptif de ces arrêtés avec leur date, la date de l'arrêté et éventuellement d'abrogation. On a la même chose sur l'ensemble des noms des propriétaires. Si ensuite on veut aller au contact de ces propriétaires, si ces informations ont été mobilisées, elles sont mises à disposition pour de la prise de contact. Et tout à l'heure, on voyait les données notamment issues d'une agence locale d'énergie du climat. Même chose, on pourrait avoir la liste des dispositifs ou les éléments remontés dans les CRM des partenaires. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi passer sur un mode d'édition. On l'a peu évoqué en amont, ce qui est important pour nous, et c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir contribuer, consolider, certifier l'information à travers l'ensemble des utilisateurs tiers de confiance qui utilisent les solutions. Donc, vous, utilisateurs, éventuellement, il peut y avoir ces droits d'édition qui vont permettre de consolider, de mettre à jour la donnée. Un exemple, avec beaucoup de bureaux d'études qui travaillent pour les collectivités dans le cadre d'études pré-op au PAERU, souvent à composante ciblage, repérage et amélioration de l'habitat. Lors des campagnes terrain, lors des campagnes terrain, les acteurs pouvaient faire remonter de l'information sur les bâtiments indignes, sur la vacance, là où on sait que l'information du fichier foncier a ses limites. Donc ça, c'est intéressant de capitaliser à travers ce que vont faire les partenaires lorsqu'ils font de l'arpentage, de pouvoir capitaliser un niveau d'observation également sur ce qui est repéré sur le terrain, le capitaliser, le mettre à disposition. Et puis bien sûr, comme on l'a vu, dès que l'information est capitalisée, lorsque vous allez faire un filtre, un ciblage, c'est considéré. Lorsque vous allez faire des statistiques, c'est considéré. Donc, ça va permettre de pouvoir affiner et rendre plus qualitative l'analyse. Quelques éléments complémentaires. Ici, on voit aussi des indices de fragilité. Donc, on sait que dans le cadre de veille observatoire, c'est par exemple des éléments qui sont déployés. Donc, on peut aussi travailler des indices composites, des indices de potentiel de rénovation, tout un tas d'indices composites qui peuvent être aussi travaillés pour faciliter la lecture pour tout un tas d'utilisateurs ou de partenaires, parce que la donnée est de plus en plus dense et hétérogène. Donc voilà aussi le niveau de lecture à l'échelle du bâtiment, avec aussi bien sûr la capacité d'extraire les fiches bâtiments, de pouvoir
les partager, etc. Donc voilà pour la partie outils. Je vais conclure sur la présentation pour laisser un temps aux échanges. Avant de conclure, quelques éléments. Donc, quelques éléments à vous partager sur la suite et les évolutions de ce que l'on fait. Alors, on vous partagera la présentation, donc notamment ici quelques retours d'expérience sur les 3 usages que l'on retrouve régulièrement, hein, sur le diagnostic, sur le suivi évaluation, pardon, et sur le repérage de paniers. Donc, on parle vraiment de repérer des paniers homogènes de bâtiments ou de ménages pour améliorer l'accompagnement, pour être plus efficient dans l'accompagnement. Quelques usages au quotidien, voilà, ça c'est l'approche vraiment transversale de se dire quand on déploie l'outil dans le cadre d'un contexte sur l'habitat indigne, on sait que ça peut aussi servir à tout un tas d'autres composantes et qu'on peut sur une même action finalement travailler sur résoudre plusieurs enjeux du territoire et le faire du coup améliorer la concertation, la coordination des acteurs du territoire qui travaillent sur ces différents sujets. Un point important, je l'ai dit en introduction, il y a vraiment une interaction forte avec les instances nationales. Hein, donc l'objectif de ce qu'on fait collectivement, c'est aussi de pouvoir améliorer les méthodes, les référentiels qui sont travaillés à l'échelle nationale, aux échelles ministérielles, pour vraiment, entre guillemets, réconcilier l'approche territoire et nationale, vraiment que cette approche transversale puisse aussi se réconcilier la partie décision opérationnelle, mais aussi aux échelles granularité, on va dire, territoriale. Un point important, on l'a peu évoqué, mais dans ce qu'on a mis en place l'année dernière, on a mis à disposition des API aussi pour certains acteurs qui voulaient justement connecter notre base de données à d'autres outils. Donc, rappeler simplement que la base de données n'est pas fermée, elle peut être mise à disposition de manière indépendante, elle peut être téléchargée également via l'outil. Je ne l'ai pas présenté, mais on peut exporter la donnée dans des formats Excel, dans des formats, ce qu'on appelle des formats GeoPackage. On fera un webinaire dédié prochainement qui présente comment aussi, pour les techniciens, manipuler ces GeoPackages. Donc, la donnée peut être exportée directement depuis l'outil. Et puis, point important, on vous en informera, un forum est mis en place pour pouvoir amplifier les échanges au niveau de la communauté d'utilisateurs. Il y a énormément de cas d'usage qui sont remontés. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir amplifier ce partage de bonnes pratiques à travers la communauté. Et puis, des enjeux forts sur 2024. Alors, on travaille la caractérisation du bâtiment tertiaire qui vous concerne peut-être un petit peu moins, quoique c'est toujours intéressant d'avoir une connaissance englobante sur les sujets du bâtiment. Un point qui concerne la partie logement-habitat, c'est de travailler la caractérisation de l'hébergement secondaire et touristique, les travaux qu'on mène avec Atout France et le CEREMA. Donc, sur ce qu'on appelle l'attrition des logements, la pénurie de logements, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé en milieu de montagne, dans les stations avec les problématiques saisonnières, et qu'on va commencer à décliner sur d'autres territoires. L'objectif, c'est de pouvoir dimensionner là aussi une connaissance forte jusqu'au territoire littoral, jusqu'au milieu urbain qui connaît aussi des problématiques de tension locative. Et puis d'autres sujets, alors on a beaucoup sur les sujets sociaux, comment on travaille avec des départements qui ont ces compétences-là, comment aussi améliorer l'accessibilité, l'autonomie des personnes fragiles. Et le point important, on le disait un petit peu en amont, c'est la contribution de la communauté. Donc on va avoir de plus en plus de consolidation de la connaissance de la base de données parce qu'il y a une communauté de plus en plus grande. Et l'objectif aussi, nous, à travers nos travaux, c'est que on met à jour les données et il y a un enjeu dans ces mises à jour de données, c'est lorsqu'il y a des contributions, quelles données écrasent d'autres données. La communauté étant de plus en plus grande, les arbitrages sont, on va dire, de plus en plus riches. Donc, on arrive aujourd'hui à bien faire le lien entre les observations terrain, les retours de la communauté, les données locales et les données à l'échelle nationale qui ont aussi un pas de mise à jour qui est de plus en plus fin. Donc, c'est assez intéressant aussi pour être plus fin dans la connaissance. Je vais m'arrêter là et puis je vais éventuellement laisser la place aux questions. Alors, il y en a peut-être certaines qui ont déjà écrites auxquelles Jonathan, tu as répondu, ou éventuellement, s'il y a besoin de laisser la parole à certains d'entre vous, n'hésitez pas à vous signaler. Alors oui, il y a eu plusieurs questions dont j'ai tenté d'apporter en live des réponses sur le chat. Je vais les passer en revue rapidement. Le détail est présent dans le chat et on pourra vous retransférer les réponses. La première portait sur la présence d'informations sur la vacance des logements, les résidences principales et secondaires dans la base de données IMOP.
Donc oui, dans la base de données IMOP, on a des informations qui permettent d'apporter des éléments sur la vacance pour chacune des adresses sur un territoire. Donc, de facto, on utilise les données des fichiers fonciers qui ont des informations sur la vacance. euh, et lorsque l'on nous le demande, on intègre aussi les données du LOVAC qui permettent de fiabiliser cet indicateur sur la vacance. Enfin, beaucoup de territoires ont mis en place des procédures d'arpentage ou de remontée d'observation territoriale. Donc là, on a deux procédures. Soit ils ont constitué un fichier et donc ça constitue une donnée locale. Donc on crée un indicateur pour le territoire qui est vacances observées par le territoire. Et comme ça leur permet de comparer ce qui est remonté au niveau national via le LOVAC comparativement à ce qu'eux ont pu observer sur le territoire. Et pour les personnes qui n'auraient pas encore débuté cet arpentage-là, on peut créer un indicateur directement dans l'Observatoire national des bâtiments, la partie ONB+. Et donc là, les opérateurs du territoire ou leurs prestataires pourront, bâtiment par bâtiment, indiquer des informations sur la vacance et donc créer leur propre indicateur de la vacance. Sur le sujet de la vacance, pardon, pas de la vacance, sur les typologies de bâtiments ou les typologies de logements. Donc, pour chaque adresse, on va pouvoir fournir des informations sur le taux de propriétaire occupant, le taux de propriétaire bailleur, le type de propriétaire, si c'est des personnes morales, des personnes physiques, des bailleurs sociaux, on a les éléments sur le statut des biens. Si c'est a priori plutôt une résidence principale, une résidence secondaire. Et on a travaillé, comme je le mentionnais, avec Atout France pour, sur les stations de montagne actuellement, avoir des informations sur la notion de logement touristique. Donc des logements qui ont principalement pour vocation à abriter une activité touristique. Cet indicateur étant complété par un nombre de lits disponibles pour chacune des adresses qui ont des logements touristiques. Bien entendu, de façon globale, hein, toutes les méthodes que l'on utilise pour créer des nouveaux indicateurs, comme l'indicateur de présence d'un logement touristique, ont été validées ou sont issues de travaux de partenaires. Dans le cas des logements touristiques, c'est une méthode qui a été développée par Atout France et le CEREMA sur une vingtaine de stations de montagne. La méthode a été reprise par URBS. On l'a collectivement améliorée avec ces partenaires-là et on l'a déployée sur aujourd'hui 40 stations de montagne. Une deuxième question portait sur la formation à l'utilisation de IMOP. Donc, pour rappel, IMOP, c'est la base de données. L'ONB et l'ONB+, ce sont les outils qui permettent de manipuler par n'importe qui les données contenues dans IMOP. Donc, nous avons aujourd'hui cette base IMOP qui est disponible sur DataGo. Vous avez un catalogue de données et on va réaliser des webinaires qui vont permettre de présenter comment on utilise un géopackage. Donc, c'est le format, on va dire, géographique des géomaticiens ou des géographes pour utiliser la donnée, et notamment à travers des outils comme QGIS, qui est un outil en libre accès et qui permettront aux spécialistes de la donnée, à la manipulation de données, de voir ce que contient le géopackage et comment l'intégrer. Sachant que ce format est quand même assez intuitif, c'est-à-dire qu'avec un simple drag and drop, on peut récupérer toute la sémiologie contenue dans l'ONB, donc les couleurs, les classes, et bien entendu, après, vous pouvez les modifier. En corollaire et en parallèle, on propose des formations à tous nos partenaires sur les territoires, c'est-à-dire que dès qu'on livre pour un territoire un géopackage, on propose une formation de ce territoire à l'usage de ce géopackage. Concernant l'Observatoire national des bâtiments, on va prochainement ouvrir un forum. Ce forum va permettre à la fois aux utilisateurs de poser des questions sur les fonctionnalités, les outils, le contenu de la base, mais aussi de partager sur l'usage de nos données IMOP et de l'ONB. Et bien entendu, évoquer avec nous des potentielles évolutions. Dans ce forum-là, seront disponibles un ensemble de supports, donc la documentation, mais aussi des vidéos tutoriels sur comment utiliser l'ONB, les différentes fonctionnalités qui ont été présentées par Maximilien, et ce, afin de vous guider
pas à pas dans l'usage de l'ONB. Concernant une question, cette fois-ci, de nouveau sur les bases de données, sur comment sont remontées les données pour connaître l'insalubrité ou le péril. Donc, sur l'exemple de l'insalubrité, les fichiers fonciers ont un indicateur de logement potentiellement insalubre, comme la notion aussi de logement potentiellement vacant. Donc, le mot potentiel est important hein, dans les fichiers fonciers. Ça veut dire que c'est une présomption de logement vacant ou une présomption de logement insalubre au moment où la donnée a été remontée et où on a eu des éléments. Alors, bien entendu, lorsque la donnée est remontée par un opérateur local, on a une information qui est souvent bien plus mise à jour et bien plus fiable, étant donné qu'on a eu une observation terrain. Concernant les arrêtés de péril, le plus souvent, ce sont les territoires qui constituent une base de données locale avec les arrêtés de péril pour les différents bâtiments. Et donc, ils nous la font remonter, on l'intègre dans l'ONB+, et ils y ont accès pour chacune des adresses qui ont été identifiées et pour avoir des statistiques au niveau de leur territoire. Sachant qu'encore une fois, ces données-là peuvent être complétées après avec une mise à jour manuelle via l'interface de l'ONB+, pour continuer à renseigner les informations, à avoir un géocodage propre des données, étant donné que via notre interface, lorsque l'on renseigne une information, elle est géocodée avec les identifiants liés à toutes les bases et référentiels. Donc ça me permet de passer à la dernière question à laquelle j'avais répondu, et il y en a sûrement d'autres qui sont apparus, sur le lien avec le RNB. Donc, URBS a été intégré dans le groupe de travail sur le RNB. Le RNB a finalisé la version officielle sur décembre 2023. Donc aujourd'hui, tous les bâtiments ont en version bêta un lien, un identifiant qui est un NanoID, qui relie à la fois à l'identifiant de la parcelle et à une adresse. Donc, comme ce référentiel est tout neuf, dans la prochaine version de la base de données IMOP, qui verra aussi la mise à jour de toutes les bases de données, dont les fichiers fonciers de 2023, on aura un identifiant du RNB avec le NanoID, comme on a aujourd'hui un identifiant parcellaire ou un identifiant avec la BD Topo. Voilà pour les informations, et je vais descendre sur les questions que j'aurais peut-être. Je vais me permettre, Jonathan, de compléter Oui. sur le PPPI, le parc privé potentiellement indigne. C'est un sujet important là, sur lequel on a pas mal travaillé avec les territoires. C'était une donnée initialement qui était produite sur les territoires, alors à des mailles, pas à l'adresse ou au bâtiment, il me semble que c'était descendu jusqu'à la section cadastrale fut un temps, mais surtout elle n'a plus été mise à jour ou mise à disposition, ou les, les conditions de mise à disposition ont été un peu plus contraintes. Donc, ce qui est important d'en retenir, c'est que l'objectif aussi, à travers le filtre multicritère, c'est en fonction aussi de l'approche des visions qu'ont les territoires, les acteurs de cette composante parc indigne, vous pouvez vous-même du coup croiser des données qui permettraient, comme l'avait fait la méthodologie du PPPI, de reconstituer, mais cette fois à l'échelle de l'adresse, ce que pourrait être un parc potentiellement indigne. Donc en croisant, Jonathan l'a dit, effectivement, il y a des données qui sont dans les fichiers fonciers qui ont certes leurs limites, mais qui peuvent être du coup, qui peuvent affiner en tout cas ce potentiel hein, sur l'état d'entretien ou le niveau de confort. Mais on a du coup des données qui viennent compléter aujourd'hui ça. Bien sûr, les étiquettes énergie sur les passoires thermiques. Il peut y avoir tout un tas de données en fait disponibles qui vont permettre, en les croisant, de repérer ces PPPI. Ou alors, on le voyait à travers les indices de fragilité, finalement, on pourrait construire son indice composite de parc potentiellement indigne avec des systèmes de notation à l'échelle de l'adresse. Et en le faisant là aussi en concertation avec le tissu d'acteurs au niveau du territoire, donc en fonction des enjeux, des spécificités, ça permet aussi d'avoir un indicateur PPPI qui se décline aux particularités du territoire. Donc ça, c'est assez intéressant pour aller sur ce sujet-là. Alors, on va continuer dans les questions qui affluent sur le forum, sur le chat, pardon. Une question qui porte sur quel DPE est affiché pour les bâtiments collectifs, et est-ce qu'on utilise le dernier DPE réalisé à l'adresse? Alors oui, effectivement, c'est la méthode que l'on a sélectionnée en 2018 après pas mal de réflexions sur quelle est la meilleure représentation à l'échelle d'une adresse des DPE.
Donc, une réflexion sur est-ce qu'on doit afficher les DPE en moyenne, le plus contraignant, le moins contraignant, le dernier, etc. Donc, sur notre représentation cartographique et à l'échelle de l'adresse, on va donc utiliser le dernier DPE réalisé. Pour autant, on va avoir une mise à jour assez importante qui va permettre d'accéder à l'ensemble des DPE pour chaque adresse du territoire réalisée sur cette adresse-là. C'est-à-dire que vous aurez la liste des DPE avec leur connexion à l'identifiant et à la base de données ADEME. Et donc, vous pourrez voir tous les DPE qui ont été réalisés, dont le dernier qui servira de référence, mais aussi tous les autres qui peuvent avoir eu lieu. Un point quand même de précision, on utilise le dernier DPE au logement si on a eu des DPE au logement, mais s'il y a eu un DPE bâtiment, même si ce n'est pas le dernier, c'est lui qui est utilisé comme référence à l'échelle de l'adresse. Donc, soit le DPE à l'adresse, qui recouvre tout le bâtiment, soit le dernier fait pour le dernier logement. Et comme je l'ai mentionné, vous pourrez aussi, via le filtre multicritère, dire « Je recherche toutes les adresses qui ont au moins un logement précaire ». Ce logement précaire, s'il n'a pas été le dernier DPE réalisé, pourrait ne pas apparaître à l'échelle de l'adresse, mais vous aurez quand même la possibilité de le localiser. Donc, c'est justement en fait ces typologies de besoins qui nous ont été remontées en disant bah, la représentation du dernier logement est intéressante, mais pas suffisante. Et donc, on a travaillé à fournir des informations complémentaires. Une question qui a été posée aussi sur la gestion des accès aux données, notamment des fichiers fonciers et plus globalement des données foncières. Alors, comment c'est réalisé? Aujourd'hui, il faut savoir que URBS a une convention cadre avec le CEREMA. On travaille avec eux depuis plusieurs années. Et actuellement, nous proposons à tous les territoires que l'on accompagne de gérer la demande d'obtention des fichiers fonciers. Donc, en fait, on réalise une demande via notre interface sur Consulte DF. On vous fait, bien entendu, signer en votre nom les données, la demande d'obtention des fichiers fonciers, qu'ils soient anonymes ou non anonymes, ou le LOVAC. Et on reçoit directement, nous, URBS, les données que l'on intègre dans la base, sachant que toutes les données sont propriété du territoire. Bien entendu, toute la démarche est faite pour que ce soit le plus rapide possible. Donc, il faut avoir en tête que notre temps d'obtention, étant donné qu'on est très connu du CEREMA, est de l'ordre de 1 à 2 jours pour récupérer les fichiers fonciers. Donc, c'est très, très rapide. Pour autant, on est en train de travailler avec le CEREMA pour avoir, si possible, donc ça va remonter au niveau du ministère, une clé qui va permettre en fait de directement valider vos demandes, c'est-à-dire d'être directement connecté à Consulte EDF, éventuellement avec les comptes Orion, qui vont nous permettre, en fait, si vous faites une demande dans l'ONB+, de directement permettre de valider votre demande d'accès aux fichiers fonciers via cette clé, via ce compte Orion, via le CEREMA. Il y a des réflexions identiques, mais technologiquement, ce n'est pas forcément mis en place avec l'ANA pour la récupération des données du RNIC. Dire limité, parce que vous devez savoir qu'une partie du RNIC, donc le registre national d'immatriculation des copropriétés, est en open data, mais une autre ne l'est pas. Voilà, alors bien entendu, un point qui est très important, c'est que tous les accès à l'ONB et à l'ONB+, sont logués. Alors l'ONB, ça permet de, notamment, comment tout le monde peut s'inscrire, on est uniquement sur des données open data, mais ça permet de personnaliser ces interfaces, ces territoires. Dans l'ONB+, une des finalités, c'est de respecter à la fois le RGPD et à la fois les engagements que vous prenez auprès de la Direction générale des finances publiques. Donc, ça, Maximilien, il me semble, l'a évoqué, tout territoire sur l'ONB+, a une capacité d'être administrateur de son groupe. Les accès sont illimités, c'est-à-dire qu'au sein d'une EDT, vous pouvez ouvrir 2, 3, 100 accès. Bien sûr, ça fait partie des CGU, c'est à vous de garantir que les accès que vous ouvririez à des personnes font partie des personnes qui sont membres de la structure. Voilà. Si jamais vous voulez ouvrir à des acteurs tiers qui pourraient travailler pour vous, que ce soit des bureaux d'études ou autres, il est possible en fait de faire un avenant à la demande et de demander à ces prestataires de remplir un document qui mentionne comme quoi ils ont accès
aux outils de l'ONB+, et à la base de données IMOP contenant les fichiers fonciers dans le temps de l'étude qu'il aurait attribué et sur le périmètre sur lequel il travaille. Ce n'est pas forcément le périmètre sur lequel vous avez accès, ça peut être une partie de ce périmètre-là. La question des bâtiments qui sont assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, ça dépend de quel bâtiment tertiaire vous parlez. Actuellement, l'ONB va présenter des données sur le parc résidentiel. Nous sommes en train de constituer la base de données tertiaire qui sera produite sur l'année 2024 pour une raison principale, c'est que le tertiaire public en France est aujourd'hui un trou dans la raquette, c'est-à-dire que le tertiaire public en France n'est pas connu. Donc, on est aujourd'hui sur un projet qui est en cours de développement avec la FNCCR, le CEREMA et Aura2E pour créer la base de données du tertiaire, incluant le tertiaire public, qui permettra de localiser tout le tertiaire public, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit assujetti ou non au décret tertiaire. Notamment, vous devez peut-être savoir que le décret tertiaire met un seuil de coupure à 1000 mètres carrés, mais la nouvelle directive européenne abaisse ce seuil à 250 mètres carrés. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'au niveau national, la France et les acteurs territoriaux aient la capacité de suivre pour la rénovation et le suivi de la performance pour 2025, décembre 2025, tous les bâtiments de plus de 250 mètres carrés issus du tertiaire public. Donc, pour l'instant, on parle du tertiaire public, mais ça sera peut-être abaissé au tertiaire privé. Voilà, donc cette base sera constituée et on aura une application, donc un premier développement sur Auvergne-Rhône-Alpes avec une base de données mise en open data sur, on va dire, la fin d'été et normalement, si tout va bien, un déploiement au niveau national sur la fin 2024. Voici pour les éléments qui ont été répondus et il me semble qu'on a fait un tour des questions. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas nous les dire à l'oral éventuellement. Alors, en attendant peut-être que certaines questions s'écrivent ou se réfléchissent, au début du chat, j'ai rappelé en fait avec un lien les URL pour accéder à l'Observatoire national des bâtiments. Donc, comme mentionné, l'ONB est et a pour objectif d'être un géocommun citoyen, c'est-à-dire porté par la société civile que nous représentons. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur l'ONB avec soit votre mail personnel, soit votre mail lié à votre institution ou votre structure de rattachement. Ça vous créera un compte qui vous permet d'accéder à l'ensemble de la France métropolitaine et de pouvoir créer les territoires que vous voudrez, sachant qu'un territoire, c'est un EPCI, une commune ou un département, et donc avoir des informations. Très prochainement, l'ONB permettra des approches de crowdsourcing, c'est-à-dire qu'en fait, on va permettre aux utilisateurs, comme le mentionnait Maximilien, nous avons à peu près un peu plus de 13 000 utilisateurs actuellement. Ces utilisateurs étant très variés. On a des citoyens, des chercheurs, des étudiants, des diagnostiqueurs immobiliers, énergétiques, des DREAL, des directions des ministères, des territoires, donc très, très, très large, des assureurs, des banques. Et toutes ces personnes-là auront la possibilité aussi d'affiner les informations issues des bases ouvertes dans l'objectif en fait de collectivement améliorer la connaissance du parc et améliorer les référentiels nationaux. Vous avez aussi un accès à la base de données IMOP qui est aussi présent au tout début du chat, que l'on pourra vous rappeler et qui était, il me semble, présent dans certains des mails d'invitation. Cette base de données-là est téléchargeable sur DataGouv, département par département, mais dans une optique de sobriété numérique, on aura bientôt un data store qui vous permettra de télécharger à la maille territoriale que vous souhaitez, c'est-à-dire une commune, un EPCI, un département ou la France entière si vous le souhaitez, de façon dynamique. Donc, vous pourrez choisir une à plusieurs communes en téléchargement parmi les 1500 EPCI, les 36 000 communes.
peut-être Eh ben, oui, pardon, Maximilien. en guise de conclusion, comme on a présenté l'ONB+, comment on travaille aussi avec des acteurs au quotidien pour alors des choses qu'on pourra vous rappeler dans les mails, et surtout on vous invite chacun à nous faire remonter vos besoins si vous allez plus loin pour qu'on puisse y répondre spécifiquement. En tout cas, un élément à avoir en tête, on a présenté l'ONB+, donc qui est la version augmentée qui permet notamment de pousser des fonctionnalités un peu plus évoluées, d'avoir également d'accéder, donc même si on essaye d'optimiser ça, comme on le disait, via le CRMA, en tout cas, ça permet également de vous accompagner dans les démarches pour rajouter donc les données conventionnées, notamment les fichiers fonciers. Donc aujourd'hui, en fait, la solution NB+, pour une structure, quel que soit son territoire, donc d'une commune PCI jusqu'à un département, voire pour certaines structures qui peuvent être à cheval, c'est parfois sur plusieurs départements. Aujourd'hui, en fait, il y a une adhésion que l'on propose à 2 000 € pour une structure, quel que soit son nombre d'utilisateurs et le périmètre de son territoire, qui permet déjà, on le rappellera dans le mail, d'accéder du coup à plus de 130 attributs. L'objectif ici, c'est aussi on rappellera, de vous accompagner. Hein, donc, ce n'est pas forcément de faire payer la donnée, c'est vraiment d'avoir un premier niveau d'accompagnement. Puis ensuite, en fonction des besoins, nous, on fonctionne simplement par ingénierie. Donc, on met à disposition des ingénieurs, si vous voulez, des hommes-jours, si vous voulez aller plus loin sur le croisement de données, sur la constitution de jeux de données complémentaires. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui. Et dans tous les cas, en tout cas, il y a un lien qui se fait aussi avec les jeux communs, comme le disait Jonathan juste avant. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut rapidement déployer la connaissance, hein, comme on disait en amont. Et puis, on vous rappellera ces éléments de toute façon dans un mail retour, le partage des ressources, le forum dont on vous parlait, la mise à disposition de tutoriels également. Et puis, la vidéo de ce jour vous sera également partagée. Il me reste à vous remercier s'il n'y a plus de questions. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Oui, il y a une question complémentaire. Oui, l'adhésion est annuelle. Oui, effectivement, je n'ai pas précisé, c'est une adhésion annuelle, ce qui permet de mettre à jour le socle. On peut rajouter des données après qui peuvent aussi rester dans la solution. Donc, ça permet aussi vraiment de nous adapter aux contraintes budgétaires, des calendriers de décision. Donc, en tout cas, voilà, ça permet d'avoir une mise à disposition de la solution sur un rythme annuel. Après, on peut faire différemment. On essaie de travailler à des rythmes aussi, à des calendriers restreints mensuels pour certains bureaux d'études, parfois qui sont dans le cadre d'opérations de sprint. Pour l'instant, ce n'est pas encore effectif, ce sera bientôt. Généralement, avec les structures, c'est plutôt un format annuel, voire sur plusieurs années. Hein, mais en tout cas, on essaie de faire aussi au cas par cas. C'est un point important d'être modulaire. Donc, n'hésitez pas sur ces sujets. Un point complémentaire, l'adhésion est annuelle et en fait, il y a deux services qui sont proposés. La structuration de la base de données pour votre territoire et l'accès à l'outil. Donc, au bout d'un an, vous pouvez bien décider de ne plus accéder à l'outil. Pour autant, toutes les données vous ont été transmises initialement, c'est-à-dire que vous lui conservez. Et donc, vous pouvez en fait continuer à bénéficier de l'accès aux données qui vous ont été envoyées via un GeoPackage et que vous avez gardé sur vos serveurs sans forcément garder l'outil. S'il y a une reconduction on va dire, de l'accès à l'outil, il y aura automatiquement la mise à jour de toutes les bases de données dont mentionnait Maximilien, donc les fichiers fonciers 2023, toutes les bases de données ADEME, Open Data, etc. Donc plus de 150 attributs qui seront mises à jour régulièrement. Il y a un point essentiel, c'est vrai qu'on n'a pas insisté dessus, sur la mise à disposition de la base de données dans une logique de souveraineté et de mutualisation. Lorsque la base de données est transmise à une structure, elle peut être sans surcoût, tant qu'elle respecte les contraintes RGPD de conventionnement, des actes d'engagement, etc., redistribuée aux partenaires, aux bureaux d'études qui sont travaillés dans le cadre d'une mission. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que l'approche départementale fonctionne bien. C'est que la base de données peut être capitalisée, mise à disposition des communes, des EPCI, des bureaux d'études opérateurs qui travaillent dans le cadre de politiques publiques. Hein, donc, il y a bien sûr, comme on disait, un encadrement, en tout cas, du cycle de vie de cette donnée-là, mais en tout cas, il n'y a pas de contraintes financières à diffuser cette donnée qui est capitalisée. L'objectif, c'est vraiment la souveraineté et la capitalisation de l'information. Oui, ce sont vos données et donc on a par exemple plusieurs départements qui ont souscrit
eh ben, à l'accès à l'ONB+ et à l'ONB et aux données IMOP, et les données ont par la suite été transférées aux EPCI de leur territoire via directement les départements et le service SIG. Voilà, donc il y a eu des conventionnements qui ont été faits pour justement que le transfert des accès aux données respecte les conditions notamment des fichiers fonciers, mais c'est quelque chose qui est possible étant donné que, on le répète, les données ne sont pas propriété du RBS, mais ce sont vraiment vos données par la suite qui sont utilisables. Eh ben, en tout cas, on vous remercie tous pour votre attention. J'ai mis sur le chat les informations pour nous contacter. Donc, vous avez dû recevoir donc, le mail initial de Maximilien. Donc, vous avez déjà son contact, il me semble. Vous pouvez aussi nous contacter via l'adresse contact@urbs.fr ou par tout autre moyen. On est aussi sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations ou des éléments complémentaires que nous n'aurions pas abordés ce jour. Merci à tous et donc bonne journée.